Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Aujourd'hui, pour Underscore, je vous emmène dans l'univers paranoïaque des théories du complot. On ne choisit jamais le moment où l'on bascule de l'autre côté. On ne se lève pas le matin en décidant de croire que le gouvernement américain cache des extraterrestres dans la zone 51. Même si j'en suis depuis revenu, moi aussi un jour, j'ai failli sombrer au-delà des frontières du réel. Le point de départ, c'est l'épisode 23 de la saison 2 de Lost, cette série sur des rescapés d'un crash qui découvre une île mystérieuse. Dans cet épisode, on découvre le pied sculpté d'une immense statue, sur lequel on ne dénombre que 4 orteils. Qu'est-ce que cela pouvait donc bien révéler de l'intrigue? Je ne pense pas être le seul, mais s'il y a bien une chose que j'adore, c'est élaborer des théories. Et j'étais si passionné par la série, si avide, comme des millions de téléspectateurs, de comprendre les mystères de l'île, que j'allais me perdre avec eux sur les forums de la série. Sur ce pied incongru, les suppositions allaient bon train. L'île avait-elle connu une invasion alien antique? Était-ce la trace d'une civilisation disparue, capable de merveilles? L'une des théories les plus séduisantes portait sur le continent perdu de Mu, une théorie qui rappelle les mythes de l'Atlantide. Sur le forum, quelqu'un avait partagé un lien vers un site spécialisé, dans les théories les plus incroyables sur les secrets du monde. Sans le savoir, je venais de prendre un ticket pour un voyage d'1 an au pays des théories du complot. Quand j'étais enfant, une photo ou une vidéo semblait avoir force de preuve. C'était forcément vrai puisque ça avait été filmé. L'information était descendante. Elle venait d'en haut, de la télévision, des médias. Et comme on ne pouvait pas interagir avec ces images, on tentait tant bien que mal de leur faire confiance. Le rôle des médias audiovisuels a toujours été d'analyser les images pour donner à voir une lecture critique du monde. Mais avec le temps et les crises, la défiance envers les médias mainstream a grandi et nourrit les sphères complotistes. Dans le même temps, Internet a explosé et la transmission verticale de l'information s'est mutée en partage horizontal. On peut désormais accéder à la connaissance par soi-même. C'est souvent vertueux. Wikipédia nous offre tous les savoirs du monde, gratuitement. Tout le monde peut créer ou prendre la parole. On peut déjouer des dictatures, créer des mouvements, réinventer demain. Mais toute lumière suppose une ombre. Ce nouveau terrain de jeu sans frontières a créé de nouveaux dangers. À vouloir se réinformer, en dehors de médias vécus comme une sorte de propagande, on tombe souvent sur bien pire. Le traitement complotiste de l'information prend bien souvent des formes plus mystérieuses et séduisantes que le récit neutre et factuel des journaux télévisés. J'y trouvais une forme de réconfort mystique face à la vacuité du monde. Que ce soit vrai ou pas, importait au final assez peu. Le monde est si complexe, anxiogène, parfois révoltant, qu'il était dans un premier temps presque apaisant de croire en une autre réalité, qui nous placerait en héros solitaires face à un mensonge totalitaire. Ne croyant pas en Dieu,
Je voyais dans ces théories une certaine magie, quelque chose qui dépassait enfin l'entendement. Adhérer à ces théories, c'est se méfier de tout discours émanant d'un organe officiel sur le moindre sujet, et considérer qu'il sourdit dans les coulisses du monde des manipulations secrètes que le commun des mortels ignore. Et il est malheureusement beaucoup plus facile de construire des théories de toutes pièces que de les débunker. On aimerait croire que le complot est un symptôme d'un monde numérique devenu fou, mais il est là depuis la nuit des temps. Croire en un sens caché, en des manipulations secrètes, explique les malheurs de nos sociétés de façon si commode. Penser que le monde est gangréné de complots est en fait une posture totalement romantique. On est seul contre la noirceur fascinante d'un monde que personne ne comprend. Ce romantisme moderne possède ces icônes de fiction, ces archétypes quasi mythologiques qui vont influencer toute une génération. Le premier d'entre eux est bien entendu Fox Mulder, le célèbre agent. Il a popularisé la figure d'outsider, seul sachant face à un gouvernement corrompu et menteur. J'ai passé mon adolescence à suivre les aventures de ce renégat qui se terre dans un bureau mal éclairé et enfoui dans un sous-sol du FBI, comme si on voulait oublier son existence. C'est lui qui a popularisé le mur couvert de coupures de journaux, agglutiné à des photos et des preuves, comme pour signifier qu'en mettant bout à bout plein de fragments insignifiants, on pouvait voir apparaître un motif plus global, plus terrifiant, l'image même de la vérité. La meilleure illustration de ce mécanisme, qui consiste à changer brutalement de vision du monde, est cette scène de Matrix, où Neo choisit entre pilule rouge et pilule bleue. En prenant la rouge, Neo accepte de voir la réalité horrible qui se cache derrière la simulation. Le film a été un choc dans les sphères conspirationnistes, au point que le complotiste anglais David Icke, architecte de toute la mythologie des reptiliens, va écrire des livres sur la théorie de la matrice, tentant de démontrer que le monde que nous voyons est faux et qu'il est une simulation générée par des forces obscures. Avec ce genre de théorie, une fois qu'on tombe dedans, notre grille de lecture devient totalement pervertie et la paranoïa brise les dernières digues de la raison. Au bout d'un an, à me nourrir sans cesse de ce genre de contenu, j'ai commencé à ressentir une angoisse permanente, une sorte de dépression latente. Après une phase excitante, à penser qu'on dévoile les secrets, qu'on s'initie à quelque chose, on finit par se sentir seul. J'étais à 2 doigts de sombrer dans un monde irréel. De 2 choses l'une, soit le monde passait totalement à côté de complots révoltants et de manigances occultes, ignorant de l'existence d'aliens et de l'au-delà, et c'était terriblement frustrant d'être regardé de travers quand j'essayais de partager ces hypothèses. Soit j'étais dans l'erreur, et je me berçais d'illusions pour fuir quelque chose. Tout plutôt qu'un réel morne sur lequel je n'avais alors aucune prise. Pourtant, plusieurs choses me dérangeaient. J'étais assez naïf en termes de culture politique, mais je sentais bien que beaucoup de théories tendaient à faire accepter une vision politique souvent nauséabonde. Dès qu'on cherchait à se renseigner sur tel ou tel secret fracassant, on tombait sans arrêt sur du vent. Aucun de ces savoirs occultes ne passait le moindre filtre critique, mais j'en étais alors dépourvu. Une œuvre en particulier m'a fait basculer, m'a forcé à interroger mon rapport à ce type d'image. Un soir où je fouillais dans les tréfonds du net à la recherche d'archives cachées ou secrètes, je suis tombé sur une sorte de documentaire très réaliste, sobrement intitulé « Les documents interdits ». À 2h du matin, je télécharge le fichier et sans rien savoir sur le film, je lance son visionnage. Une voix off étrange et presque hypnotisante annonce aux téléspectateurs qu'ils s'apprêtent à voir un ensemble de séquences ayant été interdites à la télévision. S'enchaînent alors des rushs mystérieux aux parfums surnaturels, tournés et montés de façon extrêmement convaincante. J'ai passé plus d'1 heure, rivé à mon écran, médusé. Enfin des preuves de l'extraordinaire. Tout était filmé ou presque. On voyait les images d'un enfant télépathe qui tue son chien parce qu'il l'a contrarié, mais aussi celles des derniers jours d'un rescapé sur un bateau qui voit des choses étranges à l'approche de la mort. Celles d'un centre russe où on laisse dépérir des expériences biomécaniques abandonnées. Il y avait aussi ces terrifiantes images d'une équipe de télé appelée dans une maison étrange en pleine nuit. Alors qu'il pénètre dans la demeure à la recherche des occupants, le journaliste disparaît dans la maison en direct. Les documents montrés dans le film provenaient de toutes les époques depuis que la caméra existe, avec des qualités de bobines différentes. Tout était parfaitement crédible à l'image, réaliste. J'ai marché tout du long. En voulant après coup me renseigner sur la véracité du film, prêt à brandir des preuves qu'il existe bel et bien du surnaturel dans ce monde, je découvre que ce film est un documentaire réalisé par Jean-Teddy Philippe et qu'il a été diffusé dans les années 80, sans prévenir le public de la supercherie. Le réalisateur a tout saisi de la grammaire visuelle et narrative du complot, à la façon de mettre en scène la révélation d'un secret extraordinaire,
cachée aux yeux du monde. En utilisant des bobines de films différentes, de la Super 8 au 16 mm, en passant par des caméras numériques, chaque format réussit parfaitement à susciter le fantasme et l'imaginaire de l'époque qu'il convoque. 10 ans avant la fameuse vidéo canular de l'autopsie de Roswell et son utilisation sensationnaliste sur le petit écran, et encore avant Blair Witch et la mode du found footage, les documents interdits annonçaient totalement les images qui nous inondent aujourd'hui. Internet n'existait pas au moment où le film a été tourné, mais il était terriblement prémonitoire d'une époque où le fake est devenu une composante de notre monde d'information. En terminant ce film, j'ai réalisé qu'en croyant penser par moi-même, j'étais devenu prisonnier. J'ai donc peu à peu commencé à m'interroger et à regarder des thèses inverses, des gens qui tentaient de vérifier ces théories concrètement pour voir s'il y avait quelques fondements. À chaque fois que je voyais une image un tant soit peu extraordinaire, je la passais désormais par une dizaine de filtres, tentant d'analyser la source, la qualité, les artifices grossiers de manipulation. Cette période a coïncidé avec mon entrée aux Beaux-Arts, et je suis devenu fasciné par la dimension artistique de ces univers, par l'idée d'utiliser ces mécanismes du fake dans ce monde de partage et de viralité. J'ai commencé, comme Philippe, avec ses documents interdits, à fabriquer de faux documentaires, en allant chercher des images de l'armée ou des images d'archives scientifiques, et en ajoutant une voix qui réécrivait une histoire fantastique par-dessus. Mon but n'était pas de tromper l'auditoire de façon malveillante, mais de les faire rêver en manipulant l'image et le discours. Rendre crédible quelque chose d'invraisemblable afin de provoquer des sentiments, c'est au fond l'ADN de tout récit de fiction. Ce qui me plaisait véritablement dans tout ça, c'était les théories cosmiques, l'aventure des civilisations disparues, la question extraterrestre et la poésie de ces images fantastiques qui tentaient d'apporter des preuves de l'extraordinaire. En fait, ce que j'adorais, c'était l'esthétique et les constructions narratives contenues dans ces théories fantasques. Je voulais comprendre comment on pouvait manier des concepts aussi absurdes au premier abord et réussir par l'image et les mots à bâtir quelque chose qui puisse séduire les gens. Le champ esthétique du complot est une nébuleuse de fragments que l'on met côte à côte et dans laquelle on tente de voir apparaître un scénario. Ce qui est fascinant, c'est que cette nébuleuse est gigantesque et qu'en mettant le doigt dans l'une de ces croyances ésotériques, on est immédiatement happé par une nouvelle façon de lire le monde, où tout n'est que mensonge et manigance, comme si votre cerveau était câblé différemment. Par exemple, si vous croyez aux rumeurs sur la zone 51, vous souscrivez de fait à plusieurs thèses complotistes sous-jacentes. Il existe d'autres espèces dans l'univers, certaines sont déjà parmi nous et pourraient nous apporter de nouvelles technologies, mais les gouvernements nous les cachent pour différentes raisons. Une fois qu'on pose son regard sur un sujet précis, ce sont en fait 10 sujets qui s'infiltrent en nous. Et pour l'avoir vécu, je vous assure qu'une fois que ce poison vous gagne, il se répand à la vitesse lumière et met bien longtemps à quitter l'organisme. Plus encore que ces théories fumeuses, ce sont donc les images qui m'ont happé dans cette fascination. Je pense aux documents officiels censurés de bandes noires, aux captures d'écran très abîmées, à force d'avoir été transmises et compressées en ligne encore et encore. J'aime la mélancolie anxiogène qui se dégage de ces formes abîmées. Je me souviens de vidéos montrant des déplacements d'ovnis, où l'image est toujours floue, lointaine. Une image subit presque physiquement la puissance du secret qu'elle colporte, comme si la vérité cherchait par nature à nous échapper, à s'autodétruire. Cette mauvaise qualité est presque ce qui renforce sa crédibilité. Des gens ont pris des risques pour que ces documents parviennent jusqu'à nous. Les photos sont volées, prises à la sauvette, au téléphone portable. Les documents sont scannés dans la peur. Là où il était un repère de rêveurs doucement paranoïaques, le monde du complot est devenu beaucoup plus sombre, beaucoup plus politique. N'importe quel groupe peut désormais déverser toutes les théories les plus toxiques, en espérant que des internautes en besoin de croyances marchent dans la combine et changent leur logiciel de pensée. La similitude avec les mécanismes sectaires n'est pas fortuite. On commence d'abord par séduire, puis par semer le doute, pour ensuite laver le cerveau de la victime. Il n'est donc pas si étonnant de constater que les racines du complotisme contemporain remontent à la naissance du mouvement New Age. Né à la suite du mouvement hippie, ce courant de pensée occidentale visait alors à changer le monde par un éveil spirituel individuel et collectif. Le New Age est un mélange de beaucoup de croyances et de spiritualités différentes. Il défend l'idée que l'humain peut se libérer du carcan de la société pour explorer son moi cosmique. Le New Age possède sa grammaire visuelle propre, entre psychédélisme et surréalisme kitsch. La présence de planètes, de corps humains cosmiques, l'accès à un état soi-disant quantique de l'esprit ou de la matière. Autant de symboles qu'on retrouvera plus tard dans l'esthétique conspirationniste. Les théories qui vont naître avec ce mouvement conduisent vers la croyance dans la vie extraterrestre, dans les vies antérieures, les sociétés secrètes, les pseudosciences, l'occultisme. Toutes ces thématiques sont des portes d'entrée vers la nébuleuse conspirationniste.
et soyez sûr qu'il existe des dizaines de complots pour chacune de ces thématiques. Si vous êtes versé dans le mysticisme religieux, vous serez séduit par les théories qui dévoilent que le nombre de la bête, 666, se cache dans les codes-barres de nos produits. Vous chercherez des symboles cachés dans les vues aériennes de villes maçonniques. Vous trouverez dans la pop culture les signes occultes que les stars disséminent de façon subliminale dans leurs clips et leurs prestations scéniques. Vous chercherez dans les logos de grandes multinationales des signes de leur allégeance à Lucifer. Si vous êtes féru d'espace, 1000 théories vous attendent. Si vous aimez l'histoire, vous aurez accès à une histoire secrète du monde qui vous révélera que les pyramides ont été construites par des astronautes antiques, que Jésus est mort dans le sud de la France et que les nazis se sont enfuis sur la Lune. On peut parfois être de bonne foi et par envie de croire au formidable, succomber à la pareidolie. Ainsi, certaines images peuvent laisser voir des formes qui paraissent non naturelles. Le cas le plus célèbre est sans doute celui du visage de Mars. Le 25 juillet 1976, l'orbiteur Viking 1 prend un cliché du relief martien Cydonia Mensae, et on développe ce saisissant cliché. La stupeur est totale. Cette montagne ressemble à s'y méprendre à un visage. Les esprits les plus imaginatifs s'enflamment, et on fantasme à nouveau à l'idée d'une vie sur la planète rouge. Les complotistes sont en folie, confortés dans leur théorie. Des années plus tard, un nouveau survol montrera la montagne sous un nouveau jour, faisant disparaître l'illusion. Mais le mal était fait. C'était forcément la NASA qui cachait quelque chose. Cette idée qu'on nous ment est la colonne vertébrale du conspirationnisme. L'interconnexion de toutes ces thématiques, pourtant si disparates, est une partie du piège. Les théories voulaient me faire croire que tout était lié, quitte à faire des connexions incongrues, quitte à se retrouver piégé dans une toile gluante où la logique a disparu. L'esthétique complotiste consiste donc à baigner ceux qui s'y intéressent dans une brume de signes et de symboles. Dans nos sociétés occidentales, la croyance en Dieu, qui répondait à beaucoup de mystères, a laissé la place à la science. Ce qu'on pensait magique était avant tout de la physique. Mais si la science est presque devenue une nouvelle religion, tant elle nous a apporté de solutions, elle n'est pas parvenue à répondre aux grandes questions existentielles. Comment s'est créé l'univers? Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il un sens à l'existence? Ces questions sont là depuis longtemps, et les complots qui tentent de les expliquer aussi. L'arrivée d'Internet a fait exploser ce côté confidentiel des thèses alternatives, et aujourd'hui, des théories qui étaient réservées à d'obscurs forums peuvent se retrouver au journal télévisé. Une qualité qu'il faut reconnaître aux artisans de ces théories, c'est leur immense imagination et leur capacité à remplir les zones d'ombre de notre connaissance humaine par des récits fantastiques qui donnent envie d'y croire. Dès qu'un sujet possède une part de mystère, il existe quelque part quelqu'un qui a une théorie, et quelques autres qui sont prêts à le croire. Dans cette nouvelle guerre de l'information et de la vérité, des débunkers férus de scepticisme et de méthodes scientifiques se sont élevés, mais le temps qu'il faut pour démonter une fausse information est beaucoup plus long que la vitesse avec laquelle elle se répand. C'est une lutte asymétrique à l'heure des réseaux hyperactifs en proie aux bulles de filtre. Tout cela peut paraître un peu alarmiste, un peu improbable, mais la récente jurisprudence QAnon devrait nous inviter à la prudence. Cette mouvance dont certains des membres les plus fervents croient fermement a une théorie aussi farfelue que totalement sinistre, qui consiste à penser que les élites de ce monde s'adonnent à des rituels pédosatanistes, dans la lignée du Pizzagate. Une fois que votre fenêtre sur le monde ne vous renvoie plus qu'à cette vision atroce de la société, alors vous pouvez glisser dans une réalité alternative. Dans ce contexte, les informations que nous recevons sont capitales. Elles sont le nerf d'une guerre invisible qui influe sur notre vision des choses, sur nos votes. La fake news est une arme politique beaucoup plus forte que les complots millénaires de Templiers. Il y a enfin, au milieu de tout cela, le canular. La fabrication pure et simple pour le plaisir de faire croire, d'infiltrer la sphère des idées et des croyances avec un mensonge. Il est dur de connaître les motivations de quelqu'un qui crée ce type de plaisanterie, car il ne se déclare pas. Il y a même une frontière artistique qu'a franchie la photographe Alison Jackson. Pour une série de photos faussement volées, l'artiste a engagé des sosies très convaincants de personnalités célèbres, comme Kim Kardashian et Kanye West, et de façon plus polémique, des sosies de présidents. C'est à Jackson qu'on doit ces faux clichés de Bill Clinton en train de recevoir un massage, alors qu'il regarde sa femme à la télévision, ou bien encore ceux de Trump, prenant sa douche d'auto-bronzant, ou bien apparaissant entouré de membres du Ku Klux Klan. À l'heure où la technologie du deepfake permet de remplacer un visage par celui d'une personnalité célèbre, il est plus que jamais urgent d'éduquer la société à analyser les images, à vérifier les sources, à départager le faux du vrai. Certains d'entre nous veulent croire que la vérité est ailleurs.
Moi aussi j'ai voulu le croire, fasciné par un pied de statue dans une série télévisée. Si Internet m'a piégé dans un monde étrange dans lequel j'ai presque perdu pied, c'est aussi par ce réseau que j'ai pu m'en sortir et trouver des outils qui m'ont fait questionner la nature des images et convaincu de l'importance de sources fiables. Dans une époque où la religion et les États peinent à apporter du réconfort à des populations subissant durement les inégalités du monde, on est prêt à se tourner vers tout ce qui peut nous apporter un peu d'espoir. Croire aux esprits, aux extraterrestres ou au complot mondial, c'est toujours mieux que de subir la rudesse de notre temps. Tenter de faire croire à un complotiste qu'il a tort ne fera que l'enfoncer un peu plus dans ses croyances. Ce qu'il faut, c'est réenchanter le monde, redonner du sens à la politique, faire en sorte qu'on ne soit pas prêt à croire à tout et n'importe quoi, plutôt qu'au réel qui nous est proposé. Votre espèce est en danger. Je ne suis pas le seul caché parmi vous. Pour moi, c'est la fin. Mais votre monde doit savoir. Elle est dans votre corps.